Allons ce temps, talent de terre, qu'un ciel jaloux. Chut, ça commence. Oreilles encornées, vous que j'allais oublier, qui paraissait si bien faite pour recevoir nos confidences. Danse, 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 danse. Silence, les jours de bonheur, radieuse joie d'enfant. Alain Bachung sur France Musique, un samedi à 18h, ça n'est pas si courant. 5 ans déjà que ce grand de la chanson française, à l'égal, selon moi, d'un Brel, d'un Brassens ou d'une Barbara, a, comme dirait Montaigne, pris la clé des champs. Ceux qui n'ont pas dans les oreilles davantage que Gaby ou Osée Joséphine, cette émission est pour vous, construite patiemment, avec une voix captée sur les ondes dans les années 2000. Une voix immédiatement attachante, ce quelque chose, le grain de la voix, comme dirait Barthes, une pudeur, une voix pleine de doutes, sur cette question toujours captivante par-delà les genres musicaux, de la construction d'une esthétique, d'un langage qui vous soit propre et qui sera immédiatement reconnaissable, qu'il s'agisse de musique savante, de pop, de rock, de chansons, de peinture ou de littérature. C'est un peu le fil retenu ce soir pour aborder le continent Bachung, aux chansons chavirantes de beauté. Il faut écouter ses textes, observer son Sprechgesang nourri à la source Kurzweil. Il faut sonder aussi le rôle de la radio dans l'acculturation de cette jeunesse des années 1950, tandis que les radios en France déversent du yéyé, comme dans l'émission Salut les copains sur Europe numéro 1, et qu'un gamin élevé chez sa grand-mère en Alsace, dans un bourg de 800 âmes, Wiedersheim, écoute avec ferveur le rock'n'roll des radios, tout en même temps qu'il écoute des valses de Strauss et Mahagoni de Kurzweil. Je cite Alain Bachung. Tous ces trucs qui me fascinaient et qui m'ont fait aimer les dissonances. Il y avait tous ces trucs wagnériens qui, pour moi, étaient du romantisme total. Les éléments, la force de la mer, le vaisseau qui s'écrase contre les rochers, un type sur la falaise, le foulard au vent. Mai 2003, au micro de Franck Mallet, France Culture. J'ai vécu en Alsace, j'écoutais la radio, j'entendais la radio allemande. Et ma grand-mère parlait pas le français, donc on écoutait plutôt de la radio allemande. Ça fait que je n'ai pas eu une jeunesse où je connaissais toutes ces vieilles chansons françaises parfaitement. J'avais du mal. Alors, je parle mélodiquement. Je n'arrivais pas à saisir les mélodies correctement. C'était quelle chanson qu'on passait ou quelle musique que l'on écoutait en Alsace à cette époque? C'était Schumann, Schubert, La Belle Meunière. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup du classique. Ça allait de Johann Strauss à Kurt Weill, en passant par des chanteuses à l'époque. Je sais pas, les sœurs Kessler, Katharina Valent, Peter Krauss, ou des mecs comme ça, je sais pas, des crooners, enfin. Et d'un seul coup, oui, ils passaient du rock parce que ça passait dans le monde entier. C'est pour ça que j'ai pu les découvrir là-bas. J'entendais pas Charles Trenet, ou des gens comme ça, je les ai entendus vers l'âge de 12 ans en arrivant à Paris. Les mots
les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Je rêvais beaucoup, hein. J'étais tout seul un petit peu dans mon coin. J'avais des copains, hein, ou des copines, mais on était... Mais vous jouiez déjà d'un instrument? Alors oui, alors j'essayais. Alors j'avais loué une guitare à Strasbourg, une guitare acoustique, et puis j'essayais de faire quelques accords. Il y avait des balles aussi. Alors des fois, on pouvait se glisser pour chanter une chanson. Et puis le soir, des fois, comme il n'y avait pas de télé, rien, on allait se réunir sur la place avec des amis, des garçons et des filles. Et puis donc j'avais une guitare et avec mes 3 accords, je chantais des trucs et ça me permettait de communiquer avec eux. Alors ils me regardaient et puis j'éprouvais du plaisir en chantant. C'était vraiment un plaisir physique. Et c'était un très bon moyen pour m'adresser aux autres sans faire de conversation. Pour éviter les mots et les... Et qu'est-ce que vous chantiez dans ces balles? Des chansons à vous ou vous interprétiez du répertoire connu? Vous vous souvenez? Il y avait certainement des chansons, des bouts de chansons populaires, même en alsacien. Et après, le rock est arrivé juste à ce moment. Je devais avoir 10 ans peut-être. Donc j'entendais c'était Rock Around the Clock de Bill Haley. Shadows, Apache, ce rock que découvre Alain Bashung au milieu des années 50 avec Buddy Holly, Bill Haley, Gene Vincent, c'est troué de lumière dans une enfance sans doute assez morose, mais manque de l'époque, c'était pas des objets, ça pouvait être un câlin, confiera des années plus tard Bashung à propos de cette enfance alsacienne, loin de sa mère, et plus loin encore du fantôme d'un père kabyle très tôt dissipé. En 1960, Bashung a 13 ans. Il habite désormais Paris, chez sa mère. Il va écouter Marianne Faithfull, Edith Piaf, Gene Vincent. Déjà pour l'adolescent, les rockers américains sont des modèles, mais jamais des héros. Je crois qu'on avait tous un problème dans cette génération On cherchait une esthétique, c'est-à-dire il y avait le rock qui était arrivé, qui avait tout bouleversé, et c'était une esthétique incroyable, c'était fulgurant et j'allais dire profond. Mais, moi j'y voyais quand j'écoutais Gene Vincent, j'étais ému comme je pouvais l'être avec Edith Piaf. Ils étaient tous les deux en noir, avec les yeux au ciel. C'était pour moi la même chose presque. Alors, pour trouver l'équivalent de cette esthétique, on rame toujours en fait. On essaye de s'approcher un peu de quelque chose, mais de plus en plus on y mélange quand même des choses qui viennent d'Europe, des choses qui peuvent venir du musette des fois. Il y a des groupes qui ont mélangé de l'accordéon avec du punk. C'est peut-être le punk qui a aidé pas mal de groupes à se glisser dans une sorte de rock français qui va de la chanson réaliste jusqu'à la chanson à boire presque, en passant par des choses un peu dérangeantes.
C'est un clin d'œil que ce titre de Bashung, Un jour viendra, daté de 70, avec cette idée quand même assez improbable d'emprunter un air de Tannhäuser et d'en faire une chanson pop. Il n'y a plus réussi, c'est évident. Bashung, en effet, se cherche dans ces années-là, la quinzaine de 45 tours qu'il va sortir durant la décennie 1966-1977 seront, je le cite, d'une maladresse touchante. Mais il fait le métier avec des groupes improbables, dans les brasseries, des salles de patronage, des boîtes parisiennes, style Don Camillo. Il chante dans des bases américaines et il connaît même, comme un frémissement médiatique, à la fin des années 60, François va écrire, en 1968, Bashung, 20 ans, la chanson plutôt que les croissants. Et le journaliste continue, ça c'était le titre, son nom sonne comme un éternuement. Faut quand même, les journalistes, parfois, ils inventent de drôles de choses. En tout cas, en cette fin des années 60, dans les studios de musique, imaginez un peu. Boîte à rythme assez sommaire, on enregistre sur une piste. Les arrangeurs sont alors des sortes de stars qui travaillent à la chaîne. Il y a les géants devenus, Brel, Brassens évidemment, et puis bien sûr la difficulté de se faire une place. Même Serge Gainsbourg doit souffrir la morgue d'ingé son écoutant leur match de foot sur leur transistor. Les tout premiers, j'ai pu les faire avec un groupe quand même. Ce groupe, quand il fonctionnait tout seul ou il accompagnait d'autres artistes, il s'appelait les Sharks. Et ils accompagnaient Ronnie Bird, Noël Deschamps et d'autres chanteurs qui, je crois qu'ils étaient chez RCA. Il y avait, je me souviens de Tom et Jerry, Pussycat. C'était les tentatives de faire de la pop en France, quoi. Parfois c'était plutôt réussi. J'avais en même temps un producteur, mais ça n'allait pas assez loin. Je savais pas encore comment m'y prendre pour communiquer des choses à des musiciens. Ils étaient là, je les trouvais plutôt bons, mais j'avais pas encore l'initiative pour leur dire, ça c'est bien, mais on pourrait peut-être essayer de le faire autrement. Enfin, j'avais pas encore le courage de les pervertir. Ensuite, j'en ai fait d'autres avec des arrangeurs. J'étais pas trop satisfait non plus, parce que même il y avait parfois des arrangeurs qui étaient plutôt des bons, enfin qui ont fait des belles choses par ailleurs, comme Jean-Claude Vanier par exemple. Mais il faisait son boulot et moi je faisais le mien, mais on ne se rencontrait pas, donc c'était frustrant, quoi. Ils faisaient des arrangements à la chaîne, ils en faisaient 4 dans la nuit, ils avaient même des nègres. C'était fou. Alors, il s'agissait d'enregistrer. Un jour, c'était pour Sheila, un jour, c'était pour un inconnu. On pouvait pas approfondir, on pouvait pas rendre spécifique, casser les choses. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait briller. J'ai tes gants de crin, je serre. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer.
D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus, des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre a cherché à te plaire, presseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. Je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. La nuit, je mens, extrait de l'album Fantaisie militaire d'Alain Bashung, publié en 1998. Cette chanson bouleversante, toujours avec cette façon qu'a Bashung d'inventer plusieurs sens. Ici, à la fois un hommage à la résistance et puis aussi une chanson d'amour. Regardez d'ailleurs le clip de la chanson sur YouTube, splendide, réalisé par Jacques Audiard. Cet album, Fantaisie militaire, sera sacré en 2005 par les Victoires de la musique, meilleur album de ces 20 dernières années. Mais nous n'en sommes pas là. Sur France Musique, puisque nos greniers de la mémoire revisitent Bashung aujourd'hui, mais s'arrêtent aux années 70, tandis que le jeune homme doit se faire une place, découvre avec effroi le monde des studios parisiens où viennent cachetonner les musiciens de l'opéra. C'est encore le cas, les musiciens encore sont dans les studios de variété, et ces musiciens, il y a des petits malins qui abusent du système en snobant tous les artistes rock qui souffrent quand même du complexe d'avoir appris le solfège en autodidacte. Ça rend violent, dira Bashung quelques années plus tard, lui qui travaille beaucoup à l'époque pour d'autres artistes. Et on va l'écouter tout de suite nous parler de Dick Rivers, c'était sur France Culture en 2003, dans l'émission À Voix nue, au micro de Franck Mallet. Et j'ai eu une autre vision, en fait, j'ai eu un jour la chance, j'ai bossé avec Dick Rivers, il cherchait des chansons, et puis on s'est liés d'amitié, on a travaillé ensemble. Et en fait, je me suis occupé de ses enregistrements, à un moment donné, je faisais le producteur. Enfin, ça allait de la musique jusqu'à remplir les feuilles de sécu avec les congés spectacles et tout ça. Et c'était mes premières expériences en studio avec la responsabilité d'un budget. Et puis il m'est arrivé des trucs, des fois, j'étais assez gamin, j'avais 22, 23 ans. Je me retrouvais devant un orchestre. C'était parfois des musiciens de l'opéra. Donc c'était pas des mauvais au départ. Mais je crois qu'ils avaient un mépris terrible pour tout ce qui n'était pas du classique. Et même ils devaient traîner des pieds, même à l'opéra, je crois. C'était pas terrible comme première impression, parce qu'on se disait, la musique c'est ça. Moi je pensais rencontrer des gens passionnés, des fous.
Et là, je voyais des types, ils m'ont fait un plan un jour, j'ai failli les tuer. Il y avait des séances de 3 heures. Alors donc, ça, admettons, ça démarre à 9 heures du matin et ça se termine à midi. Et il y avait plusieurs chansons à enregistrer, faire des cordes. Il y avait 25 musiciens à peu près. Et on devait faire une dernière prise à midi moins 3. Quelque chose comme ça, donc le temps de la chanson. Et j'écoute et j'entends des sons bizarres. Enfin, c'était pas... C'était faux. Enfin, il y avait des choses qui sonnaient faux, quoi. Bon. J'ai découvert par la suite qu'il y avait 2-3 violonistes qui s'étaient légèrement désaccordés. Pourquoi ? Pour pouvoir bénéficier d'une autre séance de 3 heures. Ça, c'est une catastrophe. Ça a été... J'étais gamin. Là, après, on me dit, mais t'es devenu rebelle. Eh ben, par exemple, c'est pour ce genre de choses. J'avais envie de tuer. Je voyais des types parfois écouter le match au transistor pendant l'enregistrement. C'était effarant. Où ils avaient le pianiste avait un polar sur le truc. Il lisait son polar et quand c'était rouge, il jouait. Et c'était pas mauvais. Ça, c'était mes premières expériences de studio. J'ai la chance de ne pas avoir tué quelqu'un. Dans le miroir où je les ai laissés, je m'en connais même plus sur les photos. Je comprends pas vos questions, je comprends pas vos prises. M'ont fait prendre trop de cachets dans leur cachot. Mais ma censure antique que j'ai pas touché. Je vous dis ça comme ça, faut pas le prendre de haut. J'irai où vous voudrez, j'irai, mais faut m'expliquer. J'ai pas bien lu le scénario. Je me souviens d'une autoroute coupée en deux. J'ai pas vu le panneau, fermé les yeux, toujours sur la ligne blanche. 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 Toujours. Les yeux sur le miroir où je les ai laissés. Je me reconnais même plus sur vos journaux. Comment s'appelle cet endroit? Je me suis perdu, je reconnais pas. J'ai pas bien lu le scénario. Me souviens d'une autoroute coupée en deux. J'ai pas vu le panneau, fermé les yeux, toujours sur la ligne blanche. 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 Toujours sur la ligne blanche.
Vous écoutez France Musique, c'est les greniers de la mémoire. Alain Bachung, toujours sur la ligne blanche, extraite de son deuxième album paru en 1979, Roulette russe, ici dans une version live parue en 1985. Un fil qu'on tire aujourd'hui sur France Musique en compagnie d'un chanteur pour le moins absent de notre antenne, Alain Bachung. Ce fil donc de la construction d'un langage, ça n'est pas rien, dans ces années 70 où se déversent sur les scènes les sons des grands rockers anglo-saxons et que bientôt arrivera la déferlante punk. Bachung d'emblée récuse tous les intégrismes. Il est la somme de tout cela, des influences du rock, de Kurt Weill, de Piaf, de Bobby Lapointe aussi. Il cultive la singularité, écrira Véronique Mortaigne dans Le Monde en 2000. Bachung confiant à la journaliste: j'ai fait beaucoup de chansons pour repousser le fait qu'on nous mette dans des parcs avec costumes et uniformes. Je me suis battue pour montrer que j'allais dans tous les coins. Et alors Bachung, qui entretient, je le cite, de grands conflits avec les mots, va se choisir des auteurs comme des alter-ego dont il va s'emparer des textes pour les ajuster à son propre univers. Il choisit des bons, Pierre Delanoë, ou encore Boris Bergman, avec qui il va signer en 77 son premier album, Roman Photo. Je voyais que tout seul, j'arriverais pas à grand-chose. Il fallait que je fasse quelque chose avec quelqu'un. J'avais l'impression d'être incomplet. J'ai toujours l'impression d'être incomplet. Hein, donc. Et cet Andy Scott était ingénieur du son. Donc je lui avais fait écouter des maquettes et il a trouvé ça intéressant. Je suis allé voir également Boris Bergman. C'est aussi des histoires d'amitié, hein, des goûts en commun ou je sais pas, le cinéma ou des bouquins, ça venait de partout, hein, l'inspiration. C'était pas seulement la vie réelle toujours. Hein. On a échangé comme ça, on se voyait beaucoup, on sortait ensemble, voilà, on voyait des concerts, on s'extasiait devant des trucs, on rigolait beaucoup aussi. Hein, donc voilà, on a réussi à faire des chansons au bout d'un moment, et en se disant, essayons de faire quelque chose. Aller au-delà de quelque chose qui devrait être on faisait confiance. Il y avait tous ces anciens qui avaient fait des disques extraordinaires comme Brassens ou Brel ou Beko, enfin, et il y avait dans ce métier une réticence pour accepter des auteurs-compositeurs plus jeunes. Ils pensaient pas qu'on arriverait à ce stade-là. Et puis il y avait toute cette déferlante anglo-saxonne qui était fabuleuse. Il y avait Jimi Hendrix, les Beatles. Oui. Et effectivement, ils étaient vraiment très haut, au top. Hein. Oui, c'était handicapant. On nous regardait un petit peu, comme ça, mais il y en avait peut-être un ou deux qui avaient réussi quelque chose, un album. C'était Gérard Manset qui avait fait un album où il y avait vraiment une idée française, et puis en utilisant la pop, et en faisant quelque chose d'assez mature. Hein. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre. Il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre. Mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté d'une ville où il n'y avait pas de place pour se garer. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire
il chante la terre. Il reste le seul volontaire. Et puisqu'il n'a plus rien à faire, plus fort qu'une armée entière, il chante la terre. Mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté d'une ville où il n'y avait pas de place pour se garer. Et voilà le miracle en somme, c'est lorsque sa chanson est bonne, car c'est pour la joie qu'elle lui donne qu'il chante la terre. Il voyage en solitaire, Bachung reprenant ici la chanson de Gérard Manset dans son album paru en 1975, Il y a une route. Alain Bachung. Quand j'étais gamin, je me posais des tas de questions. Et j'avais pas envie forcément de les trouver dans un bouquin. Je les trouvais parfois chez un chanteur anglais et je comprenais pas son texte, mais je comprenais ce qu'il voulait me communiquer. Et en fait, j'imaginais des tas de choses sur ces chanteurs anglais, parce que je comprenais pas tout. Et j'imaginais des tas d'histoires, et ces histoires, je les racontais en français. Mais alors en France, quelle est votre référence musicale ? Oh, je crois que c'est Gainsbourg, oui. Je parle même des premières chansons. Ouais. Quand j'ai commencé à connaître la chanson française, c'était celui qui me touchait le plus. Je dis pas que les autres n'avaient pas de talent, c'est simplement... quand on aime quelqu'un, on projette un peu ses propres désirs dans quelqu'un, et il parlait de l'amour comme je ressentais, c'est-à-dire avec des nuances. C'était à la fois noble et déchiré, un peu sophistiqué, et puis un peu malsain. C'était attirant, quoi. C'était fascinant. Les autres étaient un peu clairs, pour moi, ils étaient trop littéraires parfois. Ou Brel me créait une émotion assez forte, mais je crois que il pouvait pas me toucher, il me racontait pas vraiment à moi ce que j'avais envie d'entendre. C'est-à-dire, j'aurais jamais chanté Ne me quitte pas. J'aurais jamais osé dire ça à une femme, ne me quitte pas, jamais. Même par terre en train de crever, jamais. J'ai
refait pour un gaucher porté à droite. Vous parlez d'un sublime handicap. Je croise des dealers, je croise des thrillers, je croise des killers, je croise des criseurs, je croise des actrices sans scénar dans des bars et personne remarque. Alain, Rodolphe Burger. Pour tous les musiciens français qui ont eu affaire à cette problématique d'avoir été imprégnés par la musique anglo-saxonne et d'être dans une difficulté à trouver la façon de faire monter le niveau de la musique dans le contexte français, la langue française, etc. Alain, là, est, pour tout le monde, c'est le maître de ça. C'est celui qui, en effet, a trouvé, enfin, c'est fabuleux quand on voit d'où il est parti, au fond, et où il est arrivé, enfin, le chemin, quoi, que ça a été. C'est vrai que c'est un chemin de recherche, que chaque album, pour lui, était hors de question d'être dans la redite, et donc c'est pour ça que aussi avant chaque album, il était, mais vraiment dans un état de... Il va falloir encore repartir de zéro, se reposer toutes les questions. Rien n'est acquis, il n'y avait aucune habitude, donc il était dans un rapport fondamental, quoi, de recherche, et il trouvait. Entre tes doigts, l'argile prend forme. L'homme de demain sera hors norme. Un peu de glaise avant la fournaise qui me durcira. Je n'étais qu'une ébauche au pied de la falaise. Un extrait de roche sous l'éboulis. Dans ma cité lacustre aboyée des fadaises. Malax, le cœur de l'automate. Malax, Malax, les omoplates. Malax, le thorax. Ici de toi, ici de moi, on s'est hissé sur un piédestal, et du haut de nous deux on a vu, et du haut de nous deux on a vu. Calcul mentelé dans ta bouche à piquer. J'ai pas compté, j'ai escompté. Mais
Mais une erreur de taille s'est glissée et j'y suis resté. Malax, le cœur de l'automate. Malax, Malax, les omoplates. Malax, le thorax. Issu de toi, issu de moi, on s'est hissé sur un piédestal. Et du haut de nous deux, on a vu. Et du haut de nous deux, on a vu. Malax. Malax, magnifique chanson avec ces mots, ce souci des mots de la langue. Et auparavant, vous écoutiez Bashung qui interprétait Je crois aux Hébrides, né de sa collaboration avec Serge Gainsbourg. Et vous avez également écouté Rodolphe Burger qui évoquait la dimension de recherche chez Bashung. Le musicien Rodolphe Burger, ancien chanteur du groupe Katonoma, qu'on considère souvent comme un fils spirituel de Bashung. Les deux vont d'ailleurs très vite s'entendre et très fort. Déjà dans l'album Fantaisie militaire en 1998 avec la chanson Samuel Hall, puis plus tard avec le Cantique des Cantiques sur lequel Burger va composer une musique, ce Cantique des Cantiques, traduit par le poète Olivier Cadiot pour cette édition splendide chez Bayard de la Bible, retraduite par les poètes. Les univers ici se rejoignent. Le sampleur des mots Olivier Cadiot, le maître du cut-up Bashung, travaille sur la chanson Samuel Hall. Rodolphe Burger un jour m'a apporté une maquette où il chantait, il jouait avec cette chanson Samuel Hall qui était assez précise. Mais elle pouvait être encore plus précisée à un moment donné. Mais il s'agissait de changer quelques mots, rien du tout. Hein. L'essentiel était là. Mais c'est vrai que j'ai dû paniquer le pauvre Olivier Cadiot, parce que rien que pour trouver ces trois mots, il a dû écrire des pages entières que je n'ai pas utilisées en fait. Parce qu'il y en avait un juste, il n'y en avait qu'un à trouver en fait, ou deux. Mais qui était important à cet endroit-là, parce que le moindre mot pouvait ne pas être dans l'humeur, pouvait pas être assez juste par rapport au reste. Olivier Cadiot, il me dit, je suis pas un faiseur de chansons, il écrit pas vraiment de chansons. Pour lui, c'est des petites exceptions comme ça. Il écrit surtout des livres qui deviennent parfois des pièces de théâtre. Mais il y a sûrement... je le connais un peu mieux aujourd'hui, hein, on se fréquente, enfin on se voit de temps en temps. J'étais voir sa pièce il y a quelques jours, des retours définitifs et durables de l'être aimé. J'avais vu aussi le colonel des Zouaves, donc il y avait quand même dans son travail quelque chose qui avait à voir avec moi, c'est-à-dire cette envie comme un délire qui a l'air d'être quand même maîtrisé à un moment donné, mais qui est fait pour pas pour expliquer quelque chose, mais pour provoquer une sensation physique sur l'autre. Lui, il a écrit pas mal de choses qui viennent peut-être de... Enfin, je ne vais pas dévoiler sa vie privée, mais de choses de passé, de souvenirs de passé douloureux, hein.
Alors il essaie de s'en échapper, alors ça a parfois à voir avec une attitude de maniaco-dépressif, insister sur un tout petit truc et jusqu'à éclater de rire, parce que d'un seul coup, on sent que tout le monde est un peu comme ça, plus ou moins. Et puis savoir, je crois qu'il faut prendre conscience, ça m'est venu assez tard, enfin, ça dépend aussi de qui parle, qui chante, qui dit le texte, la valeur des mots, c'est le premier truc qui m'a paru important. Tel ou tel mot dans tel ou tel contexte. Il peut devenir précis, ridicule, vague, faux, alors que c'est le même mot, contradictoire. C'est parfois dans la langue française où on trouve des espèces de paradoxes qui sont en eux-mêmes des sujets de chansons, qui peuvent déclencher un sujet, enfin un texte. Parce que dit d'une certaine manière, il peut dire son contraire, alors que tout le monde est d'accord. On est d'accord pour être presque sur une fausse route. Elle est terrifiante, cette langue, hein, des fois, quand on réfléchit. Parti à 15h30. J'étais fatigué, j'avais mal. Tu es fatigué, c'est tout, dit-elle. Acheter 1,5 livre de viande hachée, haricots en boîte plus chips. Quel besoin avais-tu d'acheter tout ça, dit-elle. Mon garçon, dit-elle. Tu ferais mieux de nous pondre un truc qui marche. Allez, continue comme ça. Continue comme ça. Oui. Oh oui. Avale, me disais-je. Allez. Allez au diable. Je m'appelle Samuel Hall. Je vous déteste tous. Allez au diable. Je m'appelle Samuel Hall. Je vous déteste tous. Dieu sait quoi. Oh Seigneur, je dis, oh. Tu ferais mieux de revoir tes vieux amis, dit-elle. Tu ferais mieux de revoir tes vieux amis. Glisser le carbone plus papier dans la machine et au travail. C'est ça, oui, c'est ça. Dit-elle.
continue comme ça. Allez, continue comme ça. Oui. Oh oui. Continue comme ça. Allez, continue comme ça. Oui. Oh oui. Continue comme ça. Allez, continue comme ça. Oui. Oui. Continue comme ça. Un ballon se dedans, talent de tête, qu'un scène jaloux. Ça commence. Oreilles encornées, vous que j'allais oublier, il paraissait si bien fait pour recevoir nos confidences. Danse, 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 danse. Silence, les jours de bonheur, radieuse joie d'enfant. J'ai mon footing au milieu des algues et des coraux, et je fais mes pompes sur les restes d'un vieux carreau quand je dis bonjour. Faut bien que je me mouille. C'est ma dernière surprise partie, je m'écrase le nez au hublot. J'ai mon contrat de confiance dans ces ballots qui foutent, j'ai que du bol. J'en vois un qui rigole. Oh Gabi, Gabi, Qui devrait pas me laisser la nuit. Ne pas dormir, je fais des conneries. Oh Gabi, Gabi, tu veux que je te chante la mer? Non, 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 des golfs. Pas très clair. En regardant les résultats de son check-up, un requin qui fumait plus à rallumer son club, ça fait frémir. Faut savoir dire stop. Tu sais, c'est comme ce type qui voudrait que je me soigne. Et qui abandonne son kleps au mois d'août en Espagne, ça dans ma vie. Même Johnny Key. Oh Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Ne pas dormir, je fais des conneries. Oh Gabi, Gabi, tu veux que je te chante la mer? Non, 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 des golfs. Pas très clair. Gabi, je t'ai déjà dit que t'es bien plus belle que Morissette, que belle comme un pétard qui attend plus qu'une allumette, ça fait craquer. Au feu les pompiers. Petit salut des greniers de la mémoire cette fin d'après-midi sur France Musique à Alain Bachung qu'on vous propose d'écouter 1 heure durant grâce aux archives de l'INA. Ceux qui étaient adolescents dans les années 80 auront immédiatement comme un petit frisson, agréable ou irritant au reste. La chanson c'est comme ça vous prend au coin de l'oreille. Et il faut bien dire que Gabi est passée en boucle sur la bande FM, clip à la télé, couverture de journal Libération et tout le tintouin. Gabi, bien plus belle que Morissette, belle comme un pétard qu'attend plus qu'une allumette. Il y en a du jeu de mots dans cette chanson comme autant de touches surréalistes. Pour autant, Gabi est bien loin de résumer le monde selon Bachung, qui va pousser toujours plus loin les expérimentations de la langue, néologismes, onomatopées, calembours, expérimentation de la musique aussi nourrie à plusieurs influences musicales dont il ne cessera de repousser les frontières jusqu'à sa disparition en 2009. Il faut déborder le style pour lui donner de l'avenir, confie Bachung, une phrase magnifique qui vaut pour toute création artistique. Et c'est justement cette dimension d'expérimentation qui va nous intéresser ce soir, par-delà les genres musicaux. Sur France Culture, en 2003, nous commencerons, Bachung parle, au micro de Franck Mallet. À partir de Gabi, il y avait des musiciens que j'avais connus avec Christophe, par exemple. Il y avait un guitariste qui s'appelait Patrice Tison, il est décédé maintenant, Joe Hammer. Enfin, c'était des types qui ils se conduisaient pas comme des requins, quoi. Ils se sentaient plus impliqués quand même.
Donc il y avait un dialogue possible et je pouvais leur dire, voilà, ça c'est pas mal, mais essaye ça. Voilà, donc on pouvait échanger quelque chose, parce que c'est comme ça, ces musiques-là ne s'écrivaient pas vraiment. On écrit des cordes ou des cuivres pour un grand orchestre. Mais tout ce qui était basique, je veux dire, la rythmique et tout ça, ça s'écrivait pas vraiment. Ceux qui les écrivaient, c'était trop raide. Ça manquait de fluidité ou de sensualité. Ou ça ressemblait vaguement à de la musique concrète. Vous savez, ces choses qu'on écrit et on fait oh, oh, tigam. Mais ça s'écrit, oui. Donc non, là ça commençait à être beaucoup plus jouissif. Et là je me disais bon bah oui, donc tout ça c'est possible. Il y avait d'autres choses qui se mélangeaient. Il y avait le goût pour le cinéma, donc j'avais des images en tête. Même la BD. La BD était très, très en avance, surtout à cette époque-là. C'était insolent, c'était juste, c'était ironique ou trash. Ils étaient vraiment devant. C'était l'expression qui était la plus pointue à une époque. Et ça allait de choses comme Gottlieb jusqu'à Möbius, ou cette période où il y avait de la science-fiction aussi, donc des images du futur, des choses déformées, mélangées des univers. Alors tout ça, je le recevais, et puis un jour, je me disais, ces formes-là, pourquoi pas s'en imprégner un peu, puis se raconter à travers ces univers qui peuvent s'apparenter un peu au surréalisme, et encore, c'était pas totalement du surréalisme, c'était encore autre chose. Voire de la poésie, mais... Il y avait chez vous l'idée du collage, il y avait plusieurs sens. Oui, voilà, il y avait plusieurs sens. J'avais envie de combattre un petit peu il y avait plein de gens qui racontaient les choses telles qu'elles sont, donc moi j'aimais bien raconter les sous-entendus, où je me rendais compte que parfois on écrivait un mot et puis en le chantant ça racontait le contraire. Alors dans un premier temps c'est paniquant, puis après on se dit mais pourquoi pas jouer avec ça, c'est intéressant. On dit quelque chose et puis il y a une façon de le dire, et la personne qui écoute pourrait se dire en fait je comprends le contraire, mais il me raconte des salades là. Donc il fallait que ce soit intéressant, donc c'est une des solutions. Mais ça me convenait assez, parce que j'étais assez comme ça allait du désespoir à la dérision. Je crois que j'avais rien contre le plaisir de la vie ou les plaisirs de la vie. Je m'accroche au cendrier, mange
Volontaire, extrait de l'album Plaies blessures écrit en 1982 avec Serge Gainsbourg, juste après l'album Pizza. Ce disque est ici une rupture voulue avec Gaby. Bachung se met d'ailleurs dans la peau d'un chanteur disparu mort de soif dans le désert de Gaby. Respectez une minute de silence, faites comme si j'étais pas arrivé, chante-t-il ainsi sur Je croise aux Hébrides, qui fait partie de cet album Plaies blessures. Pas simple en effet lorsqu'on se trouve lesté de chansons comme Gaby ou comme Vertige de l'amour, des tubes dont Bachung va n'avoir de cesse de se démarquer dans ses albums suivants, mais cela toujours sans déclaration tapageuse et surtout sans reniement. Je serais ingrat si je m'en sentais encombré, dira Bachung en 2000 à Véronique Mortaigne pour le journal Le Monde. Cependant, après Gaby, j'ai mis 1 ou 2 albums à dire aux gens que je n'étais pas que ça. C'est au début qu'il faut faire attention, se dépouiller pour montrer qu'on est plus complexe qu'il n'y paraît. En 2006, sur France Culture, dans l'émission À travers chants de Cécile Gilly, Bachung parle de sa rencontre avec le grand Gainsbourg. C'est un souvenir magnifique parce que je l'ai rencontré dans des conditions extraordinaires parce que je souhaitais faire je sais pas, au moins lui proposer de faire un disque avec moi parce que je souhaitais faire un mélange de bruit, de poésie et de mots, même de l'humour. Enfin, il y avait ou une esthétique aussi de mots que lui avait d'une manière, avec une facilité incroyable. Et donc j'ai vu le Serge Gainsbourg interviewé par Denise Glaser, en gros. J'ai vu celui-là, j'ai vu Serge Gainsbourg, l'artiste. Je voyais un monsieur et je me disais, on peut plus... C'est peut-être le dernier artiste qui peut vivre sa vie d'artiste comme ça. Et c'est vrai, sûrement. J'ai vu le bonhomme, j'ai vu comment on travaillait. On avait rendez-vous tous les jours à 3h, on travaillait, puis ensuite on faisait la fête. Et il tenait le coup, hein, parce que... Il y avait sûrement un foie russe, quelque chose comme ça. Il tenait le coup, hein, plus que moi. Hein. Et cet album Plaies blessures a été réalisé avec lui finalement ? Oui, j'avais préparé toutes les musiques des playbacks avec un petit cahier où j'avais noté quelques thèmes. Je voulais aborder, donc prolonger avec lui. Et on s'y est mis, ça a duré 2-3 mois et on a enregistré à Paris. C'était assez fou, et c'était très dense. Enfin, je sais pas, comme il était de l'ancienne génération, il me voyait un peu comme un type dont il fallait se méfier un petit peu quand même, parce que il voulait quand même être toujours là. Hein, oui. Il avait un certain orgueil, il voulait être dans le coup. Hein. Marquer son emprise. Oui. Et puis je le voyais douter en même temps. Je savais qu'il avait écrit des choses merveilleuses avant, et j'avais envie de lui dire, mais tu devrais être à l'aise avec tout ce que tu as fait. Non, ça n'empêchait pas de pleurer, ou presque de s'autoflageller, mais on savait à quoi s'en tenir avec lui au moins. Il était très, très clair. Il naviguait pas dans des ambiguïtés. C'est l'heure de me zoner. Demain j'ai une attaque de train. Faut se préserver si on veut durer. Reste toujours numéro 1. Après 4 BD, qu'est-ce que je vois? Un mot d'adieu sur le buffet. Me faire ça à moi d'habitude quand je rentre tout est prêt.
n'en peut plus, il n'en peut plus, il n'en peut plus, il n'en peut plus. Je serai toujours cet étranger au regard sombre, un rebelle dans vos villes de contraste. Il n'en peut plus, il n'en peut plus. Après 5 bébés, c'est l'heure de me sonner, de mâcher une attaque de train. Faut se préserver si on veut durer, rester toujours numéro 1. Après cette baby, ton excuse est floue, mais aller revoir le fils du chef, me faire ça moins d'habitude quand je rentre, tout est sec. Il n'en peut plus, il n'en peut plus. Il n'en peut plus, il n'en peut plus, il n'en peut plus, il n'en peut plus. Rebelle, extrait de l'album Play Blessure, écrit par Bashung avec Gainsbourg en 1982. Un disque sombre, assez torturé, en tout cas aux antipodes de Gaby, inspiré ici par la Cold Wave anglaise et qui sera un échec commercial et critique, certains qualifiant même Bashung de Johnny Hallyday New Wave, ce que la critique est mordante parfois, d'ailleurs elle qui se désavouera bientôt en qualifiant ce même album de point de repère essentiel dans la discographie du chanteur. Quand j'ai commencé, il fallait que tout soit rock, c'était une sorte de fascisme de se retrouver tous avec des bananes et de ne pas pouvoir aimer aussi Béla Bartók, a dit Bashung, qui n'aura donc de cesse de n'être jamais catalogué. Voici la ligne, si jamais Bashung en a suivi une, où affleure toujours ce goût pour la noirceur et la dérision qui sont un peu les marques de fabrique de ce musicien plongé dans les méandres cérébraux. J'ai passé la semaine dernière dans une boîte crânienne, écrit-il dans la chanson La nuit je mens. Des textes chez Bashung qui ont pu parfois sembler hermétiques. Celui-ci s'en défend, je le cite encore, « Le but n'est jamais d'obscurcir, mais d'être plus vrai. C'est pour moi une façon de livrer une part d'inconnu qu'on ne prend généralement pas en compte. La langue française est bizarre. Il faut parfois dire le contraire d'une chose pour l'évoquer au plus juste. J'ai l'impression de parler une langue parallèle, qui en dit davantage parce qu'elle échappe à une logique cartésienne. » 1989 sur France Culture. Il y a toujours un peu de noirceur, un peu de dérision aussi. Alors un certain sens de l'humour, c'est-à-dire l'humour traité très sérieusement, où la gravité conjugue bien avec le léger. Et c'est pour ça peut-être que j'ai eu un peu de mal à raconter mon attitude, parce que même au cinéma, j'ai souvent vu ça en France, il y avait une espèce de frontière terrible entre la distraction et le grave. Et en fait, dans ma tête, les deux vont bien ensemble. Prenez les forces
les haltères et les égaux, ça m'est égal, ça m'est égaux. Bombez les torches bombées, prenez les forces bombées, bombez les torches bombées, ça c'est ma way. Bombay, écrite avec Jean Fauque dans un des albums les plus aventureux de Bashung, Novice, paru en 1989. Jean Fauque, qui succède à Boris Bergman, le premier complice de Bashung, a décrit admirablement ce travail d'écriture extrêmement singulier où Bashung œuvre un peu comme un chef d'orchestre qui agence les sons, ici les sons de la langue. C'était un travail qui tenait du cadavre exquis, a dit Jean Fauque. Je lui amenais une énorme quantité de textes sans véritable ligne directrice. Il les lisait avec l'art de choper le son ou la phrase qui pouvait l'emmener ailleurs, et il faisait très vite son propre montage. Nous procédions par rotation, d'une chanson à l'autre, progressant sur plusieurs fronts dans ce système de coupe, de collage, de rebond, de dialogues et d'échanges. Les chansons ensuite nous échappaient, elles nous guidaient toujours vers quelque chose qu'on n'avait pas envisagé au départ. Mais d'où vient donc ce désir de travailler à deux, se confrontant ainsi auteur à un autre auteur? Eh bien, Bashung en livrait un peu des raisons, en tout cas quelques-unes. C'était en 1992, il était au micro d'Yves Bigot, alors qu'il évoquait sa reprise de la chanson Les mots bleus de Christophe. Je n'ai pas à 100% une démarche d'interprète. Je me sentirais toujours comme une espèce d'auteur-compositeur incomplet, à compléter chaque fois avec d'autres partenaires. Pour les mots bleus, à un moment donné dans l'album, il y avait un texte comme ça s'appelait La peur des mots, et je racontais comme ça cette peur des mots, et puis ce texte, il y avait un très beau texte dessus, et en bout de cours, je me suis dit, mais attends, si j'ai peur des mots, il faut que ça soit un orchestral. Et dans les mots bleus, je trouvais presque cette idée, parce qu'il y avait la trouille de dire des choses, et puis la maladresse. Alors là, il s'agissait d'une rencontre avec une fille. Alors il lui disait des trucs, et puis ça passait mal, ou il passait pour un con. Alors j'étais content de me retrouver à chanter cette chanson. D'abord, je ne savais pas comment la chanter exactement, parce que lui, il la chantait très bien. Je voulais me la ramener avec mes moyens à moi, mais en tout cas, je n'aurais pas pu la chanter si ce texte ne me concernait pas à un moment donné, parce que il racontait un peu cette suite de ce que j'ai voulu faire, moi. Et il l'a fait il y a plus de 10 ans, peut-être la première version. Pas loin de 20 maintenant. Oui, il y avait un 73, album, tout l'album était très beau. Je me souviens quand cet album est sorti, il avait réussi à faire un très bon disque pop. Il a un timbre de voix unique, et il y avait un bon équilibre entre ses sophistications, entre ses mots un petit peu choisis, et quand même l'émotion. C'était pas des images l'une derrière l'autre. C'était pas des singeries. Et quand je l'ai rechanté, je l'ai peut-être rechanté comme Léo Ferré chante une chanson très poétique, mais j'étais plutôt dans cet état-là. Alors j'espère que ça lui plaît, à Christophe, je sais pas. Il est 6 heures, clocher de l'église, dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre
d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Les mots bleus, et nous écoutions juste auparavant Bashung qui évoquait son rapport aux auteurs. Nous allons voir qu'il agit de même avec ses musiciens, par collage, par cut-up, à partir d'idées proposées par différentes personnes, même si tout a été très pensé et très préparé en amont, et cela s'entend. La force de son chant, c'est sans doute la préparation intérieure, la rumination, l'attente, a dit le musicien Rodolphe Burger. La voix de Bashung surnage toujours, dirait également Jean Lameute, qui a été l'ingénieur du son de Bashung pour l'un de ses chefs-d'œuvre, l'album Fantaisie militaire, paru en 1998. Lorsqu'on enregistre sa voix en direct sur la bande, on a l'impression qu'elle a toujours été là, qu'on est en train d'écouter le disque, terminé, mixé, a dit encore Lameute, qu'on entend à présent dans un entretien réalisé en 2010 pour France Culture. Alain disait toujours qu'il connaissait ses limites dans la composition, qu'il savait parfaitement manier le texte, la façon de se poser, tout ça, sur une chanson, mais que dans la composition pure, il connaissait quelques accords et qu'au bout d'un moment, il se sentait très limité dans la composition. Donc, l'idée d'Alain, c'était d'enregistrer chez lui la chanson sur les 3 accords qu'il avait composés, sur un métronome, un clic, une batterie. Ensuite, de couper la guitare, de laisser que la voix et le rythme. Et par exemple, dans le cadre de Fantaisie militaire, il va appeler les Valentins et leur dire, voilà, est-ce que vous voulez bien m'habiller ma chanson? Donc, il leur donne le rythme et la voix, ce qui fait que pour une même mélodie, on peut mettre plusieurs harmonies et particulariser le son avec le goût qui sont propres, en l'occurrence, aux Valentins. Alors, Alain, c'est là où Alain est très malin, c'est qu'il demande ça aux Valentins, mais il demande ça à d'autres compositeurs aussi. Ce qui fait que on se retrouve avec, pour la même chanson, on va dire 3 chansons, où la mélodie et le texte, à chaque fois, marchent sur la version, mais les harmonies sont différentes. Donc, une fois qu'on avait enregistré ces 3 versions, Alain, il me disait... Dis donc, les violons de Richard sur le refrain, ils sont pas mal. On pourrait peut-être les coller avec le couplet des Valentins qui est super et prendre le pont encore de l'autre version. Alors, on rentrait les 3 arrangements dans la machine digitale, on les superposait, si je puis dire, et ensuite, on jouait avec les ouvertures d'arrangements, en fait, pour colorer la chanson et construire la chanson. Madame rêve d'atomiseur et de cylindres aussi longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifices, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle au ciel. Au ciel. On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin, loin, on est loin. Madame rêve ad libitum, comme si c'était tout comme dans les prières qui emprisonnent et vous libèrent. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige
à plusieurs. Rêve de fougères, de foudres et de guerre, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle au ciel. Je ne suis pas un mélodiste comme pourrait être Alain Chamfort ou Michel Legrand, c'est-à-dire les mélodies un petit peu piquées comme ça, très précises. Et puis à un moment donné, il y a des mots qui sonnent vraiment sur telle accentuation ou pas. Alors, vous partez plutôt du texte. Oui, ces derniers temps, c'était un peu ça, parce que c'était tellement difficile. Après, je faisais des musiques et c'était tellement difficile de caser un mot sur tel ou tel endroit. Et ça enlevait de la liberté pour raconter quelque chose qui d'un seul coup était dans une phrase. Il y a peut-être une phrase parfois qui était assez intéressante et il fallait la laisser vivre. Je me sentais plus libre après, mais c'est des fonctionnements qui bougent. Hein. C'est pas toujours le même fonctionnement, toujours. Hein. Puis des fois ça prend du temps, et puis des fois je suis complètement perdu, et puis il faut essayer de reconstruire quelque chose. Quand j'y pense, j'ai vraiment le vertige, hein, parce que c'est effarant. Parce que non seulement c'est une histoire de chanson, mais je voulais également que ça a à voir avec le son global du disque, c'est-à-dire le son derrière, la production, ce qu'on appelle la production, c'est-à-dire le décor. Pour pas que ça soit seulement une espèce d'accompagnement, mais avec un son qui soit le prolongement de ce qu'on raconte, ou l'opposé. Vous imaginez ce son dans votre tête ? C'est effarant. Non, mais je vous dis, c'est... Alors des fois, ça peut prendre beaucoup de temps. Dans ma cornue, j'y ai versé 6 gouttes de ciguë, un peu d'espoir, ça a des peuseurs, et j'ai touillé. Du fond de ma boutique, monte un cantique, un hymne à l'amour, orifère. Ébullition, réaction. Faites monter l'arsenic, faites monter le mercure, faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture. Et les pépites, jetez-les aux ordures. Dans ma cornue, j'y ai versé une pincée d'orgueil mal placée, un peu de gâchis, un souvenir de ton corps. Dans ma cornue, j'y ai coulé une poignée d'orage. Dans ma cornue, j'y suis tombé. Quelle autre solution que de se dissoudre? Faites monter l'arsenic, faites monter le mercure, faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture. Et les pépites, jetez-les aux ordures. Dans les faubourgs, je décante. Le soir à la lune montante, au matin je reprends connaissance.
ébullition, réaction. Faites monter l'adrénaline, faites monter l'arsenic, faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture. Et les pépites, jetez-les aux ordures. Faites monter faites monter faites monter l'adrénaline, faites monter l'arsenic, faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture. Faites monter faites monter. Faites monter, extrait de L'imprudence, une sorte de long poème symphonique au climat mouvant, envoûtant, avec des pianos déformés, des samples, des distorsions, et puis ce son de l'harmonica que vous avez entendu, harmonica que joue Alain Bashung. Et juste auparavant, un des titres que le chanteur a toujours énormément aimé chanter sur scène, cette magnifique chanson que Madame rêve, extraite de l'album Oser Joséphine, autre grand succès. En tout cas, avec L'imprudence, Bashung a encore franchi un palier avec ses arrangements magnifiques et ce romantisme sombre et inquiétant qu'il a souvent expliqué par son goût pour les films de série B ou de la littérature fantastique. Et puis ce Sprechgesang qui fait de lui une figure totalement singulière sur la scène du rock français. En 2003, Franck Malin interrogeait justement Alain Bashung. Votre manière de chanter qui est toujours entre Sprechgesang et psalmodie, il y a quelque chose qui peut-être vient de chez Kurt Weill ou de chez Stravinsky, l'histoire du soldat, ou de Schoenberg, du Pierrot lunaire. Il y a quelque chose de... Votre voix est toujours... on ne sait jamais où elle est, où elle se situe. Encore plus peut-être dans l'imprudence, dans le dernier disque. Oui, parce que ça, c'est une histoire d'équilibre aussi. Hein. Parfois, je laisse le décor musical derrière raconter la mélodie et je m'insinue dedans ou je me promène. C'est comme des petits opéras. Vous citiez Kurt Weill. Moi, j'ai beaucoup aimé Kurt Weill parce que c'était presque le premier rocker européen. Et je crois que beaucoup d'artistes dans la pop musique connaissent vraiment bien Kurt Weill. Et il y a des réminiscences de Kurt Weill chez Lou Reed, chez Bowie, même Queen. Les phrasés, Tom Waits. Kurt Weill, il avait ce phrasé-là c'était presque bâtard peut-être quand c'est sorti, parce que c'était ni un vrai opéra sérieux, et c'est ni élitiste, mais ça devenait populaire. Ce monsieur a été très important, oui. Ah, oui, parce qu'il faisait le lien entre quelque chose qui pouvait être sérieux et le brutal, naïf ou poétique, et puis en même temps, il parlait de problèmes sociaux. Hein, il parlait de tout ce qui arrivait. Enfin, il y avait la Deuxième Guerre mondiale qui commençait à poindre. Donc il y avait on sentait la peur déjà. Hein. Bon, c'était assez. Il y avait toute une esthétique qui correspondait à ça. Continent à la dérive, qui même me suivent, gouffres avides, tendez-moi la main.
rêve et ravin, règle nos moulins, cale nos chagrins. Le temps écrit sa musique sur des portées disparues. Et l'orchestre aura beau faire pénitence. Un jour j'irai vers l'irréel, tester le matériel, voir à quoi ça donne la madone. Un jour j'irai vers une ombrelle. Y seras-tu? Y seras-tu? Y seras-tu? Continent à la dérive, une vague idée me guide. C'est l'heure où je glisse dans les interstices à l'article de l'amour. Je redeviendrai l'enfant terrible que tu aimais. Un jour j'irai vers l'irréel. Un jour j'irai vers une ombrelle. Y seras-tu? Y seras-tu? Y seras-tu? Vous avez un univers particulier pour ce dernier disque, l'imprudence. Qu'est-ce qui a fait que il est dans cette atmosphère comme ça de film d'horreur, de personnages de Dracula, Nosferatu? Oui, j'ai dû être attiré quand même par des personnages un petit peu, des monstres un peu, ou des... Peut-être que je me sentais différent, je souffrais de ça, je me disais comment je vais faire dans la vie, je me sens à part, et je crois que tout le monde est passé par là, peut-être. Et je voyais dans ce monstre qui était rejeté, il fallait qu'il se cache. En fait, il était peut-être très malheureux, parce qu'il ressemblait pas à tout le monde. C'est pour ça que ça intéresse encore les gens, parce qu'ils se projettent dans ce genre de personnage. Ils voient ce type qui souffre pour tous les autres. Ça a à voir avec l'exclusion, peut-être. Je tuerai la pianiste pour ce qu'elle a fait de moi. Chaque jour de ma vie, chaque semaine, chaque mois. Et je mordrai sa joue qui un jour fut à moi. Sur le piano de ses nuits, sur le piano de ses draps. Je tuerai la pianiste afin que l'on sache que quelque chose existe.
la pianiste, afin que l'on sache que la vie d'artiste n'est pas rose, n'est pas sans tache, comme un navire qui tangue, qui rompt ses attaches. Je tuerai la pianiste afin que l'on sache que quelque chose existe en dehors de ça. Ses pieds sous les lambris dorés qu'elle jouait Mozart, Chopin. Je tuerai la pianiste qui n'a pas su m'aimer. Dans la chambre je pleure où l'amour se cache. Je tuerai la pianiste afin que l'on sache que quelque chose existe. Et quand ce sera fait, que le jour sera levé sur le satin de ses méfaits, comme une pierre soulevée, où bruit la vermine, dans le champagne et le caviar, dans son manteau d'hermine, on pourra la voir, le corps animé, au fond de sa baignoire, blanche comme un lys. Je tuerai la pianiste pour ce qu'elle a fait de moi. Chaque jour que Dieu fait, chaque semaine, chaque mois. Et quand ce sera fait, que le jour se lèvera par l'entrée des artistes, quand on saura que c'est moi, alors je m'en irai, je la couvrirai d'un drap, alors je m'en irai. Je tuerai la pianiste pour ce qu'elle a fait de moi. Chaque jour de ma vie, chaque semaine, chaque mois. Et je mordrai sa joue qui un jour fut à moi. Sur le piano de ses nuits, sur le piano de ses draps. Je tuerai la pianiste afin que l'on sache que quelque chose existe. Je suis un Indien, je suis un Apache. Je suis un Indien, je suis un Apache auquel on a fait croire que la douleur se cache. Je suis un Apache, je suis un Indien auquel on a fait croire que la montagne est loin. Je tuerai la pianiste. Je tuerai la pianiste. Je tuerai.
Je tuerai la pianiste, la plume de Gérard Manset, qui se fond ici admirablement dans l'univers Bashung, dans ce dernier album paru en 2008. Bleu pétrole, en 2008, Alain Bashung est consacré, mais déjà condamné. Il est atteint d'un cancer du poumon qui l'emportera un an plus tard. En tout cas, ce statut d'icône, de star, aura toujours échappé à Bashung. Ceux qui l'auront bien connu nous diront toujours qu'il est resté d'une simplicité rare, qui s'affiche d'ailleurs comme une évidence dans l'extrait de l'interview donnée en 2002 pour Le Figaro. Le journaliste lançait à Bashung, qui venait de qualifier Charles Aznavour de grand monsieur. Vous aussi, vous êtes devenu un grand monsieur. C'est presque une vacherie de me dire ça, répondit Bashung. Je ne sais si c'est de la fausse modestie ou des restants de complexe, mais je ne sais pas. Ça me donne le vertige, ça. Il ne faut pas me dire des trucs pareils. C'est bientôt la fin de nos greniers de la mémoire. Allez, encore une dernière archive, nous sommes en 2006. C'est pour dire quelque chose. Enfin, c'est parce que un jour j'ai découvert ce moyen de m'adresser aux autres par ce biais-là. J'avais très peu confiance en mon éloquence. Et c'est un plaisir quand on y arrive un peu. Quand on est sur le point d'y arriver, c'est vraiment un plaisir physique. Voilà, de dire quelque chose à l'autre. C'est peut-être la première des choses. Et puis ensuite, voir à quel moment telle chanson peut être importante. Ça a à voir avec des réflexions sur... oui, dans la société ou comment. Enfin, j'ai tellement vu dans les années 80 notre façon nos attitudes ont changé entre hommes et femmes. C'était très important. Donc il y avait des tas de choses à redéfinir, mais même pas à redéfinir, juste dire à ce moment-là quels sont les rapports entre les gens, l'apparence, l'importance de l'apparence, les utopies qui s'en vont. Enfin, des tas de choses comme ça qui sont arrivées d'un seul coup. L'économie de marché même. Hein, où j'ai chanté ma petite entreprise pour plein de raisons. Hein, c'était quelque chose... Enfin, en fait, c'est devenu une chanson d'amour, mais en fait, au premier degré, c'est pour défendre les petites entreprises, parce que je voyais que on aidait beaucoup les gros trusts, et puis ils mangeaient tout... Et en fait, en France, c'est beaucoup de petites entreprises qui font tourner la marmite, en fait. Bon, cette chanson qui refermera cette heure passée à écouter Alain Bashung, ça n'est pas courant. Sur France Musique, aurais-je converti certains mélomanes, vous me le direz. Les Greniers de la Mémoire, une émission de Karine Lebaille réalisée par Christine Amado avec le concours de Françoise Monteil, Archivina, Anne Lorveil et Aude Vassan. Guillaume Ledu a mixé l'émission de ce jour, merci à lui. Et vous savez que les Greniers de la Mémoire sont disponibles à la réécoute ou au podcast sur le site de France Musique. Si vous aimez Bashung, eh bien 2 heures vous attendent sur le site francemusique.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux pour dialoguer avec l'équipe des Greniers. À samedi prochain, le flûtiste Michel Debost sera à l'honneur pour une leçon de musique et puis vous retrouverez le libraire expert François Ruhlmann pour son cabinet de curiosité. À présent, les informations vont vous être présentées sur France Musique juste avant